J'espère qu'on nous entend bien, j'espère qu'on nous voit bien. On va vous parler d'un retour d'expérience sur l'extreme programming qu'on a pu tester sur un projet. Donc nous sommes Claire et Corentin de YesWeDev, développeurs web du coup, front et back, donc un peu tout suivant les projets. Et du coup on va pouvoir vous parler de ce projet et de ce test de l'extreme programming. Donc rapidement, un peu de contexte. Sur ce projet-là, on travaille pour une startup de chez Vinci. Le projet du coup est en Laravel 8 et du coup on a livré un MVP en mode agile du coup qui s'est fait sur 3 sprints de 2 semaines avec 3 développeurs et 2 chefs de projet. Les spécificités du projet, c'était qu'on n'avait pas de maquette, donc on a dû pour pas mal de fois improviser ou alors nous-mêmes designer les maquettes. On était en plein aussi atelier Sprint 0. Les clientes étaient cool, donc on n'avait pas de pression au niveau du temps, enfin pas de pression au niveau du temps globalement. C'était surtout la qualité qui était attendue. Et un contexte planning compliqué avec notamment des formations et des vacances pendant les sprints, notamment les vacances de Noël. Avant, pourquoi la Ravel? Pourquoi la Ravel on va très vite le voir juste après. C'est un projet qui a quand même pas mal de spécificités dans ce qui est attendu, avec notamment un back-office qui va être assez balèze. Et notamment certains CMS comme WordPress ne permettaient pas du coup d'aller aussi loin, en tout cas sur ce back-office. Et puis en plus, sur un projet comme ça en mode agile, c'est vraiment plus simple de travailler avec une boîte à outils comme la Ravel que de Ouais. travailler avec un truc un peu plus formalisé comme WordPress qui est plus adapté, je pense, à un site vitrine ou à des choses comme ça, quoi. Là, on développe même encore des fonctionnalités, on les développe en temps réel en fonction de leurs besoins, donc c'est beaucoup plus facile à faire sur la Ravel. Carrément. Parce que YesWeDev fait du Laravel. Ah oui, Et oui, plutôt que Symfony, oui, effectivement, on est c'est vrai. spécialiste de la Ravel. Et la Ravel, c'est la vie. La Donc du coup, l'objectif de ce retour d'expérience, donc enfin de l'extreme programming, donc on va parler du TDD, Test Driven Development, du poker planning et du peer programming. Donc rapidement, le TDD en fait, ça consiste à écrire des tests avant de développer. En fait, c'est les tests qui vont conduire le développement. Le poker planning, ça consiste du coup à attribuer des points aux différentes cartes, aux différentes tâches, plutôt que de leur attribuer des durées. C'est toujours compliqué des fois d'estimer des cartes. Des fois, on va estimer une carte à 4 heures, on aura plein de problèmes, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et l'humain, globalement, est très mauvais pour estimer des durées. Et du coup, le peer programming, ça consiste du coup à bosser à plusieurs sur une même tâche. Donc, pour le coup, c'est une chose qu'on n'a pas pu expérimenter dans le cadre de ce projet. En tout cas, du sprint 3. En tout cas, du sprint 3. Du coup, le projet. Donc le projet en lui-même. Le projet, c'est quoi? C'est la création d'un outil métier pour la récupération de matériaux du BTP. Et donc ça, c'est à l'intérieur du groupe Vinci. En gros, c'est récupérer des matériaux. Par exemple, si on a un lot de 10 fenêtres et qu'on n'en installe que 8, la ressourcerie va pouvoir les récupérer et les proposer à la revente. Ou alors, dans le cadre d'un chantier où on va détruire, on va essayer de récupérer les matériaux pour pouvoir les revendre, des matériaux qui ont déjà été installés sur les chantiers. Donc techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le besoin, c'est un gros back-office pour aider à la gestion de l'activité de l'équipe et un petit front-office pour mettre en avant les matériaux récupérés. Aujourd'hui, il n'y a pas de place de marché, mais à terme, il est possible qu'il y en ait. Et la troisième spécificité au niveau fonctionnel, c'est qu'il faut que ça soit très très simple d'utilisation, parce qu'une bonne partie de l'application va être utilisée par des chefs de chantier sur leur mobile et qu'ils ont pas, enfin, il faut pas qu'il y ait trop de boutons, il faut pas que ça soit trop difficile à utiliser. Donc la stack qu'on a utilisée, comme on l'a dit, c'est la Ravel, parce que c'est le framework qu'on sait utiliser chez YesWeDev et qui nous permettait de faire toutes ces fonctionnalités. À l'intérieur de la Ravel, donc il y a plusieurs choses qui sont proposées. On a utilisé Jetstream pour l'authentification, avec Livewire et Alpine.js qui sont liés à Jetstream. On a utilisé Tailwind CSS pour le style. Et on a utilisé le package de spacieux qui est Media Library pour gérer tous les médias.
Au début du test, comment on était, on avait déjà livré un sprint, le sprint 1. Le sprint 2 était en cours. On avait déjà commencé une démarche de test, mais on n'était pas en TDD puisqu'en fait on codait et en même temps qu'on codait, on essayait d'envoyer dans les merge requests les tests qui étaient liés à ce qu'on venait de coder. Et ensuite, la troisième spécificité au début du test, c'est que on sait que sur le sprint 3, l'équipe n'était jamais au complet à cause des vacances et des formations. Donc le premier test, le TDD. La méthode qu'on a utilisée pour le TDD, c'est le Red Green Refactor et non pas Green Red Refactor, il y a une petite coquille. Et donc ça consiste en quoi ? Ça consiste en d'abord écrire un test pour mesurer une toute petite fonctionnalité, ou calcul. Après, essayer de le faire passer au vert. Claire, le temps que tu reprennes ta respiration, il faut que tu évites de taper sur la table parce Ah, que tu entends vachement bien quand tu tapes sur la table. Donc après, le passer au vert de quelque manière que ce soit. Et ensuite, refactorer le code pour que ce soit le plus efficient possible. Donc là, la démarche qu'on vous propose, c'est de vous donner nos 3 retours d'expérience. Donc moi, de mon point de vue, c'était super, c'était hyper confortable et sécurisant. Alors, la petite difficulté que j'ai trouvée, c'est qu'il ne faut pas être trop impatient, parce qu'au tout début, on ne code pas directement, on commence par faire le test et on a envie d'aller plus vite, mais ça ralentit un peu le rythme de développement. Mais c'est quand même hyper rassurant, et surtout, en fait, si on rentre bien dans cette démarche, ça aide à structurer le code. En fait, finalement, je me suis rendu compte que en suivant vraiment cette méthode-là, c'est comme ça qu'on construit l'algorithmie des fonctionnalités, et en fait c'est encore plus facile que de partir de la page blanche. Du coup, ça aide à structurer, c'est hyper rassurant après pour éviter les régressions, et si jamais on change une fonctionnalité, on voit tout de suite ce qui pète et ce sur quoi il faut agir. Dans les petites astuces que je peux donner spécifiquement sur la Ravel, c'est ne pas en faire trop, ça c'est valable pour tout. Et pour la Ravel, en fait, faut créer un test unitaire pour chaque méthode de modèle ou de trait, et créer un test de feature pour chaque nouvelle route et chaque nouvelle méthode du contrôleur. Du coup, pour ma part, ça va rejoindre en grande partie ce que vient de dire Claire. Donc moi, j'ai trouvé ça très agréable, rassurant et anticipatif. Néanmoins, du coup, comme disait Claire, les premières difficultés, c'est de ne pas développer tout de suite, d'écrire des tests avant de développer. Au début, on a l'impression d'un peu, entre guillemets, perdre son temps, parce que du coup, on se dit que c'est du temps perdu sur le dev. Mais au final, pas du tout, parce que du coup, toute la logique, on la met en place quand on écrit des tests, et au final, ça va tout aussi vite, je pense. Et un truc qui est assez dur aussi, c'est d'anticiper tous les cas. Ça, je pense que c'est quelque chose qui vient simplement avec l'expérience, à force de faire, mais du coup, essayer d'anticiper tous les cas possibles et de tester tous les cas possibles, ceux qui marchent comme ceux qui marchent pas, comme ceux qui marchent dans certains cas. Enfin, c'est quelque chose d'assez compliqué. Pour les petites astuces, en fait, j'ai mis lecture du code en prioritaire, dans le sens où je préfère avoir un code en fait, qui soit plus facile à lire mais qui se répète, qu'un code qui soit un peu plus propre dans des fonctions mais qui du coup soit un peu plus compliqué à lire. En fait, on a eu le cas sur quelques tests où en fait on avait mis en fait des fonctions au-dessus qui du coup répétaient plusieurs tâches, et du coup quand on lançait les tests, quand on avait une erreur, il nous mettait juste que le test était faux, au lieu de dire par exemple le résultat attendu c'est 200 et on reçoit 503 par exemple. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là précisément, ça aurait été plus efficace de se répéter pour avoir un résultat du coup qui soit meilleur, ou alors d'avoir dans le résultat de la fonction un autre résultat que juste vrai ou faux. Du coup, les bénéfices, c'est de la sécurité, surtout dans le cas où on développe évidemment tout au long du projet. Mais je pense également quand tu arrives dans un projet en cours et que tu touches à une fonctionnalité, si elle casse, au moins tu es au courant. Je pense que ça arrivait assez souvent à plusieurs d'entre nous de récupérer un site en cours et de changer une fonctionnalité en se disant ça marche, et en fait il y a un petit coin de l'application qui casse à ce niveau-là. Et du coup, dans les inconvénients, j'ai un peu dit plus haut, mais c'est frustrant de ne pas développer de suite.
Petite question, on va passer. Est-ce qu'on avait de l'expérience en TDD avant de faire ça? Alors moi j'en avais, enfin, pas en TDD, en écriture de test. On avait pu tester quelques écritures de test justement sur un autre projet Memontop. Mais du coup on n'avait pas encore bien compris la notion de TDD. Du coup on écrivait les tests après avoir développé. Donc ça fait que on pouvait avoir ce côté un peu sécurisé de si la fonction casse, on sera au courant. Mais on n'a plus ce côté où c'est le test qui va vraiment te dire par où développer. Ouais, puis là, du coup, en faisant ça, enfin, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on écrivait les méthodes et après, on essayait de trouver au moins un test. Là, en créant le test et tout le code qu'on crée, c'est pour faire passer le test, on est sûr, enfin, on est presque sûr de couvrir l'ensemble des cas. Parce que en fait, le but, c'est de faire passer le test, pas de créer la fonctionnalité. Normalement, on couvre mieux en faisant le TDD et c'est ce qu'on faisait pas avant, quoi. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y avait des trous dans la raquette, quoi. Et puis c'était plus difficile de trouver les tests. C'est marrant, Ouais. mais une fois qu'on a codé, c'est plus difficile de trouver le test. Ou ça, peut-être ça paraît tellement un truc en plus beaucoup trop casse-pied à faire. Du coup, on a plus de mal à le faire, alors que là, on est obligé de commencer par le test, donc la logique est pas la même. Classe. Du coup, il y a aussi le retour de Léo, parce que Léo a fait aussi les tests avec nous. Donc pour lui, c'est rentable essentiellement sur le long terme. Dans l'ensemble, pour lui, c'était aussi une bonne méthode, le TDD. Après, il a rencontré peut-être un peu plus d'inconvénients que nous. Alors, il faut savoir que Léo, il a fait plus de front que nous, donc peut-être aussi Ouais. que les avantages ne sont pas les mêmes. Et donc, son retour, c'est de dire, d'abord dans les difficultés, c'était pas facile de savoir par où commencer, sans se perdre dans le paradoxe de l'œuf et la poule. Ouais. En gros, c'est par quel test on commence. Est-ce qu'on doit vraiment commencer, par exemple, à tester l'ensemble des colonnes d'un modèle? Est-ce que ça, c'est pas déjà trop basique? Parce que finalement, ça, c'est déjà géré par la Ravel. Donc, en fait, ce test-là, il n'y a pas besoin de le faire. Là, je donne un exemple, on a déjà réfléchi à ça, mais ça arrive souvent de se dire, ah bah mince, là, je vais créer un test, mais en fait, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Parce que si ça se trouve, il est déjà testé ailleurs. Donc ça, c'est une difficulté, c'est vrai qu'on a rencontré aussi. Hein. Sinon, dans les astuces, ne pas se bloquer, quitte à tricher un peu. Je pense que c'est lié aussi à ça. C'est-à-dire que y a des fois, on se dit, si on veut être consciencieux, qu'il faut vraiment, vraiment écrire tous les tests. Et des fois, du coup, on se bloque parce qu'on n'arrive pas à trouver la bonne façon de le résoudre parce que finalement, ne serait-ce que de passer au rouge le test, parce que finalement, le framework fait que c'est tout en vert, quoi. Donc là, du coup, il faut tricher un peu et c'est peut-être aussi lié à la difficulté qu'on a nommée juste avant. Le bénéfice, c'est ça oblige à réfléchir en amont au problème. Bon, ça, c'est ce qu'on a dit aussi. Et effectivement, le fait d'écrire les tests au début, c'est moins biaisé que quand on a déjà écrit le code et qu'on sait exactement là où sont les failles. Et c'est la nature humaine de ne pas essayer de les titiller, quoi. Donc les inconvénients, on a discuté pas mal. Des fois, on essaye trop de respecter la méthodologie. C'est-à-dire que quand on a fait les cours avec Software Craftsmanship, on est vraiment allé par toute petite étape. Et c'est vrai que des fois, ça paraît très long. Et que ça peut être bien, ne serait-ce qu'au départ, de prendre quelques raccourcis pour, par exemple, boucler directement dans un test. Ou, par exemple, boucler directement dans un test sur plusieurs routes ou des choses comme ça. Parce que ça évite peut-être d'avoir une frustration qui est de faire un test et de ne pas avoir codé du tout de la journée. Et ça marche pas, quoi. Et le sentiment de lenteur, même si logiquement le temps passé à tester fait gagner du temps, ça c'est le truc un peu frustrant, on a envie de développer directement et là non, on commence par le test. C'est un peu le côté frustrant qu'on a ressorti tous les trois, mais j'ai l'impression que quand on rentre vraiment dedans, rien que le fait que ça nous oblige à penser au moment où on fait le test, on passe ce petit sentiment qu'on a au départ. Carrément. Il y a Flebat qui demande si, pour un projet si court, est-ce que ça rajoute pas des lenteurs? Là, le projet est pas court en fait. On a fait un sprint de 2 semaines, mais le projet est pas court. Et ça rajoute pas des lenteurs. Déjà, parce que moi j'ai trouvé que ça m'aidait à réfléchir. Donc ça m'aidait à développer en fait. Et 2, on a l'impression que ça en rajoute au départ, sauf que c'est tout ce qu'on n'aura pas
dans le futur pour fixer les bugs. Donc non, pour moi, même sur un petit projet, ça a du sens de créer des tests. Là où on pourra peut-être réfléchir, c'est quand on a un projet où c'est quasiment que du front et on a par exemple sur un WordPress où on ne change pas grand-chose au niveau back. Là, je suis pas sûre qu'il y a un grand intérêt, quoi. Là, je trouve que le vrai gain de temps, il se fait en fait, évidemment tout au long du projet, mais aussi, par exemple, une fois que le projet est terminé, donc là, comme on a dit, on a livré un MVP, mais possible que dans 2 mois, par exemple, pour repartir sur le projet, on sait que toutes ces fonctionnalités qui ont été développées, il n'y aura pas de régression. Donc on sait qu'on ne va pas perdre de temps à ce niveau-là. Et je pense que c'est arrivé dans beaucoup de cas quand on reprend un projet, en fait, qu'il y ait des régressions, et c'est à ce moment-là qu'on perd un temps fou. Parce que du coup, surtout quand on arrive sur le projet et qu'on n'était pas dans la première équipe de développement, avant du coup de comprendre d'où vient le problème, ça aide aussi en fait assez rapidement à voir, juste tu lances tes tests, on va par exemple trois qui pètent sur, je sais pas moi, un modèle qui s'appelle Price, et ben tu sais exactement que c'est cette zone-là en fait qui marche plus et tu vas rapidement retrouver comment fixer ton bug en fait. Donc c'est surtout à ce niveau-là, je trouve que le gain de temps peut être assez énorme. Ouais, puis dans le dev à plusieurs aussi, c'était vachement bien parce que en fait, le fait d'avoir les tests, ça permet de savoir, par exemple, dans la merge request, tu regardes d'abord quels sont les tests, tu sais exactement à quoi correspond le code. Tu sais que ça doit, enfin, je sais pas si on est justement dans les prix, la merge request, elle doit absolument faire en sorte qu'on puisse enregistrer un nouveau prix de vente, qu'il puisse être disponible sur telle page. Ça, on sait exactement à quoi ça correspond et du coup, c'est plus facile de lire le code des autres aussi, quoi. En fait, c'est plus facile de lire les tests que le code en fait. Ouais, Vu que le ouais. test c'est fait pour qu'un humain puisse le comprendre, forcément c'est plus facile de le lire, du coup on comprend bien quel code fait quoi. Je pense qu'on a fait le tour pour le TDD, on peut passer du coup au poker planning. Alors du coup le poker planning, comme je l'expliquais au tout début, en fait c'est le fait d'attribuer des points à des tâches plus que du temps. Du coup ces points sont basés sur la complexité, l'incertitude, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Complexité, incertitude, comment dire? Le manque d'informations. Ouais, le manque d'information et l'axe en fait, par exemple si on est sur une fonctionnalité qui va avoir un impact sur beaucoup d'autres features, on va lui attribuer plus de points. Et s'il dépend d'autres, ouais, c'est ça, Ouais. il dépend d'autres features, quoi. S'il est dépendant aussi d'autres points. D'autres user stories. Du coup, ce poker planning, c'était animé par un chef de projet seul, avec les développeurs qui votent. Donc, c'était uniquement les développeurs qui votaient pour les différentes tâches. Donc, nous, on a décidé de faire ça à main levée, à savoir qu'on du coup, on avait activé nos caméras, donc on était évidemment en télétravail. On avait activé nos caméras, donc pour ceux qui bossent en pyjama, il faut s'habiller. Et du coup, on votait comme ça. Par exemple, je mettais ma main comme ça faisait 3, 5, 8 ou 13. Donc, on suivait la suite de Fibonacci, donc à savoir 1, 2, 3, 5, 8 et 13 pour l'attribution des points. Du coup, on va pouvoir passer au premier retour d'expérience. Je te laisse. Ok, donc mon retour d'expérience, donc ouais, déjà juste, c'est Charline qui nous a guidés. C'était vachement cool parce que elle a eu cette expérience-là à travers ses cours. Et du coup, nous, on savait pas trop comment le gérer et ça nous a vraiment bien aidé. Donc l'animation a été super bien gérée. Donc moi j'ai trouvé que c'était super cool pour partir du bon pied parce que déjà, ça permet qu'on soit toute l'équipe dans une réunion pour parler de ce qu'on va faire sur le sprint. Donc déjà rien que ça, moi je sais que sur tous les autres projets on partait pas forcément sur une réunion comme ça, donc là le fait de faire ça c'était un avantage. Et en fait, jusqu'à présent, au début de sprint, c'était toujours un peu difficile d'estimer une carte. On se retrouvait tout seul face à elle. Et c'est dur de mettre un temps parce qu'on se dit toujours que ouais, ça peut être facile, mais si jamais il se passe ça, là dans ce cas-là, ça fait 3 ou 4 fois le temps. Et du coup, c'est super compliqué. Et là, le fait de réfléchir en point de difficulté, bizarrement, ça a été beaucoup plus facile d'estimer. On est tombé assez facilement d'accord, même si ça arrivait que sur des cartes, on n'est pas les mêmes points, on est tombé assez facilement d'accord. Parce que ça a juste permis de discuter et d'enclencher une discussion sur la difficulté d'une tâche. Petite question de Tiny Tiger. Pourquoi avoir utilisé la fameuse suite de nombres? Du coup, l'intérêt de cette suite-là, c'est que déjà, ça permet de limiter le nombre de choix possibles. Du coup, on n'a que 6 choix possibles de chiffres. Et en fait, ça permet de bien distinguer. Par exemple, si je mets une tâche à 3 et une tâche à 5, il y a un plus gros impact que la différence entre une tâche à 2 et une tâche à 3. Enfin, ça permet en fait du coup de bien structurer. On voit bien en fait la différence entre du coup une tâche qui a 8 points et une tâche qui a 5 points.
plus que si on avait autorisé par exemple de voter 6 ou 5 quoi. C'est Ça vraiment le permet côté de... aussi exponentiel en fait. Ouais. Plus on arrive vers enfin, les tâches 1, 2, 3, c'est des user stories, c'est bien cadré, on sait où on va. Et dès qu'on commence à rentrer sur le 5, enfin 5, c'est une user story, on sait ce qu'on fait, mais finalement on voit qu'il y a quand même des zones complexes. Et déjà 8 et 13, il y a des chances que ça pose problème. Et en général, même nous, 13, ça voulait dire bah on la fait pas parce que ça manque d'informations, c'est beaucoup trop flou, quoi. Et puis de base, on est moins bon aussi pour estimer les choses qui sont grandes. Enfin, par exemple, pour revenir, si on repart par exemple d'estimation de temps, je suis capable d'estimer combien de temps je vais mettre à traverser la pièce à pied. Par contre, de rentrer jusqu'à chez moi à pied, ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est une tâche qui est beaucoup plus longue, donc on va être beaucoup moins précis. Donc le fait du coup de limiter, ça permet aussi d'être un peu plus... Enfin, vu que de toute façon, on va être plus vague avec des chiffres plus gros, autant avoir du coup ces espèces de côté exponentiel du coup pour être... Ouais, il y a plus d'impondérables. Ouais, c'est ça. Je dis une manière forcée de créer des différences entre les estimes. Pour vous montrer vraiment qu'il y a une différence entre deux notes, et Ouais. du coup peut-être se dire, bah, celle-là, voilà, Ouais, elle est impossible, quoi. Bah, très Faut clairement, réfléchir. quand on mettait Quand 13, on a on 13, on sait voyait que c'est... très très clairement que bah, ça pouvait pas rentrer dans le Ouais. sprint, quoi. 13, C'était on sait beaucoup que trop lourd, quoi. souvent ça veut dire que ça sort du sprint. Et à chaque fois, le 13, c'est parce que c'était trop flou, quoi. Ouais. Parce qu'en général, si c'est très gros, il y a deux cas, c'est soit c'est trop flou et du coup on n'arrive pas à la redécouper, soit on aurait dû découper plus petit. Donc il y a Chibet74 qui met des informations qui sont plutôt cool sur le fait de comment on note justement. Quels Ah sont bah. les critères, quoi. Je pense que Ah, c'est il est Charline fort parce que qui c'est se justement connaît, c'est elle qui nous a Ouais, dirigés. 74, les montagnes. Ok. Voilà, bah, je sais pas si du coup, là je pense qu'on a pas mal discuté, donc je sais pas si je vais rentrer dans mon retour détaillé, mais dans l'ensemble, c'est ce qu'on vient de dire, ouais, si, quand même. Donc les avantages, gros avantage, c'est que on évacue la notion de temps. Et ça, pour estimer, c'est vachement bien. C'est vraiment une question de difficulté, et après, on pourra voir comment ça rentre dans le sprint. Et ça permet, comme je l'ai dit, d'échanger avec les autres devs sur la difficulté. La grosse difficulté, c'était d'évaluer une user story qui est liée à une autre. Pour moi, c'est difficile parce que du coup, déjà, ça dépend de l'ordre dans lequel on les annonce. Des fois, celle qui est... Mais ça, c'est peut-être une question d'organisation. Celle qui est liée, on ne sait pas laquelle on doit démarrer en premier, donc c'est là où ça devient un peu compliqué. Et il ne faut pas oublier, surtout ne pas oublier d'intégrer le facteur manque d'information dans la difficulté parce que finalement on se rend compte que c'est toujours ce qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre nos estimations, c'est quand on manque d'informations sur une user story. Du coup, je n'ai pas trop parlé, mais vraiment la base de tout ça, c'était d'avoir découpé au préalable tout ce qu'on doit faire sur le sprint, c'est vraiment de le découper en user story. Et ça, c'est vraiment c'est la base du truc. Je pense pas qu'on puisse vraiment faire le poker planning si on n'a pas fait ça. Donc ça, c'est vraiment la première astuce, c'est il faut avoir découpé toutes les tâches en user story. Et nous, en tant que dev, le mieux, c'est d'être passé sur les cartes en amont pour réfléchir un petit peu à ce que ça implique techniquement. Alors, je sais que Charline, elle a dit qu'il ne faut pas parler de la technique, mais si nous, de notre côté, on y a réfléchi un petit peu, c'est quand même plus facile de donner un 5 ou un 1 si on a une idée de derrière de ce qu'on doit coder, quoi. Et donc, l'inconvénient, par contre, c'est j'ai mis dans les avantages que évacuer la notion de temps, c'était cool. Sauf qu'à un moment, le temps, il nous rattrape toujours au cours du sprint, notamment à la fin du sprint. Et du coup, ça, intellectuellement, c'est quand même vraiment difficile d'évacuer totalement le temps et de pas se dire, bah mince, il m'en reste encore 8, j'ai pas fait mon boulot, quoi. Donc ça, c'était un peu compliqué. Et du coup, pour ma part, donc moi, en difficulté, j'ai mis bien noter les tâches, surtout que c'était la première fois. Donc on ne sait pas exactement encore, en fait, on a bien vu, vu que c'était le premier poker planning, on a bien vu en fait qu'au tout début du poker planning, par exemple, on estimait des tâches à 3 et qu'en fait à la fin du poker planning, les tâches estimées à 3 étaient plus faciles ou plus dures, mais du coup il y avait ce sentiment d'adaptation au fur et à mesure qu'on estimait des user stories. Par exemple, je mettais un 3 en user story et une autre je mettais 5 et qui était beaucoup plus dur. Et on voyait bien en fait qu'au tout début on n'était pas ultra, qu'il y avait quand même un changement d'échelle entre guillemets entre le début et la fin vu qu'on venait de commencer. Dans les avantages, donc c'est le fait qu'on ait plus de notion de temps comme on disait.
Et moi, surtout, le gros avantage que je trouve, en fait, c'est qu'en faisant justement nos fameux votes, ça permet aussi de mieux connaître les tâches qui sont par exemple attribuées aux différents collègues. Ça nous arrive plusieurs fois, par exemple, que par exemple, Claire mette un 5 sur une tâche et moi je mette un 8 ou inversement. Et du coup, à ce moment-là, du coup, on échange. Et par exemple, des choses que j'avais pas pensé ou que j'avais oublié. Par exemple, là, mais ça, du coup, on a déjà fait une petite partie déjà en amont. Du coup, ça va un peu de mettre un peu tout le monde à égalité sur les infos, plutôt que d'avoir chacun un peu dans son coin qui s'occupe de ses tâches. Donc ça, j'ai trouvé ça super cool. Et aussi, ça permet de structurer du coup la timeline des user stories. C'est-à-dire que tu vas rapidement te rendre compte de quelle user story tu vas faire en premier pour que ça découle sur celle d'après et que du coup, par exemple, si on doit faire un système de panier, on va d'abord s'occuper évidemment des user stories pour intégrer les produits, puis pour les acheter, quoi. Et en fait, ça permet un peu de structurer encore plus tout ça. En inconvénient, j'ai quand même une perte de notion de temps, même si ça fait aussi partie des avantages, parce que ce qu'on vend quand même au client final, ça reste du temps. Et comme on débute, on n'a pas encore notion de la vélocité. Alors, en fait, la vélocité, c'est le nombre de points qu'on peut faire par exemple par semaine ou par sprint. Comme nous, c'était la première fois, on n'avait aucune idée en fait Enfin, tu fais une estimation globale, mais on n'avait pas tellement de notion de qu'est-ce qu'on pouvait réellement livrer à la fin de ce sprint-là, vu qu'on commençait en fait, quoi. On n'était pas sûr et certain qu'on allait livrer 20 points ou 25 ou 30. Donc ça, c'est une chose après qui, au fur et à mesure du temps, on finit par y avoir une moyenne. Et du coup, l'avantage à long terme, c'est qu'on va beaucoup plus facilement savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir réellement livrer dans les temps. Et du coup, comme je disais, un certain temps d'adaptation à ce niveau-là, donc que ce soit dans l'attribution même des points, que dans la notion de combien de points on va pouvoir livrer sur ce sprint. Donc en soi, si on fait 3-4 sprints, après on saura qu'on est capable de livrer 35 points par Par sprint. Il y a des exemple, chances, ouais. c'est, Là, alors, cette équipe-là sur ce projet-là, Ouais. a priori. Ouais, ok. et du coup, Du coup, on a aussi récupéré les retours d'expérience de la côté CDP parce que cette expérience-là, c'est effectivement les devs qui font l'estimation, mais du coup, ça a vraiment un impact autant sur la gestion de projet que pour nous sur les différentes cartes. Donc, pour Charline, qui était notre animatrice, le gros commentaire, c'était que du coup, on a un max d'estimation acceptable en un minimum de temps. C'est vrai que alors je sais plus exactement le nombre de user stories, mais je sais plus, je crois qu'on est arrivé à 67 de vélocité, donc c'était pas mal pour le sprint. On a fait ça en quoi? En 1h30 2 heures. ouais, à peu près. Ouais. Donc faire le tour de tous les user stories en 1h30 2 heures, et puis vraiment échanger du coup autour de ça, c'était vraiment cool. Donc la difficulté, c'est ne pas aborder le facteur temps ni les solutions techniques. Effectivement, on en a parlé plusieurs fois. On doit l'évacuer, mais finalement, c'est vrai que notre réflexe il est souvent de se dire ah bah ouais, quand même, je vais prendre plus de temps pour ça que pour ça. Donc la petite astuce au niveau animation de l'atelier, c'est le time boxer, donc vraiment être assez agressif pour... ouais, je pense que c'est ça que tu voulais dire, Charline, c'était d'être assez agressif dans la manière de l'animer, relancer très vite, poser plein de questions pour qu'on aille vite, quoi. Faut que l'animateur soit très punchy, quoi. Mm. Et franchement, à l'été, c'était vraiment cool, quoi. big up. Ouais. Les inconvénients, donc ça nécessite effectivement plusieurs séances d'estimation parce que là, comme on l'a dit, là on a un premier sprint qui nous donnait une vélocité sur un nombre de tâches et puis pour l'instant, il n'y a pas de secret, hein. Nous on n'a pas réussi à rentrer toutes nos tâches, on a même fait que la moitié, mais il y a plusieurs facteurs, mais voilà. À étalonner, c'est avec l'expérience qu'on pourra réussir à avoir un truc un peu plus facile à faire rentrer dans les sprints, quoi. Et donc l'avantage, quand c'est mis en place dès le début du projet, ça permet justement, là, à l'inverse, d'estimer de plus en plus finement au fur et à mesure du projet, quoi. Et ça, c'est cool. Et donc je crois qu'on a aussi le retour de notre ami Mathieu. Du coup, alors, j'ai pas préparé pour être tout à fait honnête. Du coup, les retours de Mathieu sur les difficultés, c'est de dissocier le temps de la difficulté. C'est vrai qu'au final, ce qu'on livre, ça reste du temps, donc c'est forcément pas évident. Avoir une notion cohérente, une notation plutôt cohérente entre les tâches. Donc c'est comme on disait en fait d'avoir au début, par exemple, on estimait des 3 qui à la fin étaient, par exemple, au final un 5. Là, c'était, je pense, surtout dans le cas où c'était la première fois qu'on faisait ça, donc on ne savait pas encore très bien qu'est-ce qui valait réellement un 3 ou un 2.
Dans les astuces, donc de bien découper évidemment les user stories, préciser la notion de 100 en plus du nombre de points. Ok, ah oui, d'accord. Donc par exemple, avoir une user story qui par exemple, peut prendre beaucoup de temps, mais qui au final est très facile à faire. Si on a beaucoup de tâches simples à faire, ça va être long, mais ça va être, il n'y a pas de complexité, il n'y aura pas de blocage en tout cas de prévu. Donc dans les inconvénients, donc pour obtenir des résultats de plus en plus précis, il faut beaucoup pratiquer l'exercice. Donc c'est ce dont on parlait pour pouvoir estimer la vélocité, donc tout un tas de choses. Euh, Ça permet du coup aussi de s'assurer que tous les user stories sont clairs pour tout le monde. Donc c'est ce dont on parlait en fait. Il y a beaucoup d'échanges en fait dans ce poker planning. Du coup beaucoup d'informations qui passent en dehors de juste attribuer des points. Si l'estimation est différente, ça permet de se mettre d'accord sur ce que l'US implique techniquement. Donc ça fait un peu écho aussi à ça, notamment dans les cas où, comme on disait tout à l'heure, Claire mettait 5 et moi 8, du coup on s'expliquait pour qu'on puisse trouver un accord. Et souvent en fait, il y avait une des personnes, souvent c'est une des personnes qui a moins d'informations et qui du coup chiffre un peu plus haut ou un peu plus bas. Du coup, permet d'identifier que les user stories pas assez découpées sont à plus de 8 points. Donc celles qui sont à 13, souvent c'est pas assez découpé ou vraiment le flou Trop total, flou, ouais. on n'a aucune info quoi. Et du coup, dernier tour du sprint projet. Là par contre, Ouais, je pense que c'est l'idée d'avoir vraiment. C'est ce qui permet avant de se lancer vraiment dans les devs, c'est bon, on a une idée vraiment de ce qu'on va faire durant le sprint, quoi. c'est la dernière étape avant de commencer à mettre les mains dans le cambouis, on va dire. Mais c'est vrai que du coup, on a tous plus les idées claires sur ce qu'on va faire, quoi. Ah oui, du coup, son retour global, donc c'est utile pour contrôler la qualité du sprint 0 et du découpage. Ça permet de détecter tôt les difficultés et les user stories floues, et ça permet à l'équipe de se projeter en amont aussi. Mathieu valide. Tu valides. Parfait. Du coup, on n'a pas le retour de Léo parce que tout simplement, Léo est en formation, il me semble, lorsqu'on Ouais, a fait quand on a fait le poker donc, planning. Bah, nous, on a refait un là, du coup, il a oui, expérimenté aujourd'hui. d'accord. Ok. Et du coup, le peer programming, bah, on l'a pas fait pour une raison simple. Il y a eu trop de vacances et de formations. On n'a jamais été à 2 devs en même temps sur le sprint 3. Donc, vous voulez le faire, on l'a pas fait. Après, on l'a pas fait. Ce qu'on voulait expérimenter, c'était pas de le faire en totalité sur le sprint, mais plus isoler 2-3 tâches où on se serait dit, bah là, vraiment, on dev à 2, peut-être plus sur l'initialisation d'une feature, quand on parle notamment du modèle et de la base de données, des choses comme ça, où là, c'est peut-être pas mal d'avoir 2 cerveaux. Cool. C'est aussi quelque chose du coup qu'on va tester nous sur le projet Startup School avec du coup Maxence et Glenn. Big up à vous. On a aussi du coup dans ce projet, on a Maxence en fait qui va débuter sur Laravel. Donc je pense que ça peut être super bien aussi justement pour montrer directement les bonnes pistes ou les pièges dans lesquels on a pu tomber. Et Léo qui disait qu'aujourd'hui le poker planning est théorique. Ouais, on s'est jamais entendu. Hein. De toute façon, on s'entend pas avec les. Mais du coup, le peer programming, on aura des retours, je pense, dans pas trop de temps. Ouais, du coup, nos conclusions, c'est simple. Dans l'ensemble, on valide les deux. Franchement, c'était cool et ça nous a bien aidé à nous structurer. Le point qu'il faut noter quand même, c'est l'organisation autour et notamment le découpage par user story. Je pense que pour le poker planning, c'est indispensable. Et en fait, pour les tests aussi, parce que quand on lit la user story, facilement les tests ils en découlent et du coup on arrive à structurer le code. Donc ça, ouais, je pense que c'est dans notre façon de fonctionner, il faut vraiment créer des cartes par user story et là on parle de ça. Si ça vous intéresse, on pourra développer plus tard ce qu'on a mis du coup sur le LRBTP, la façon dont on fait les cartes, parce que au début on avait un tableau qui était bien bordélique. Ouais. Ouais. On avait des features, des user stories, des to-do, des done, on savait pas trop. Puis là on a un petit peu rangé. Normalement c'est un peu mieux. Ok. Voilà. Et si j'ai mis une dernière chose, la suite. Ouais, voilà, c'est quelques idées pour le reste de l'extrême programming par rapport à tout ce qu'on s'était dit. Donc faire le peer programming comme on a dit. Pour les tests, dans Laravel, il y a un truc qui s'appelle Dusk qui permet de faire les tests, mais là, du front, vraiment du visuel. Donc ça, ce serait bien un moment d'essayer de le tester. Et puis, pousser un peu plus loin le CI, notamment avec les merges automatiques, parce que entre les tests et les merge requests, on commence à pas mal valider le code et ça pourrait être poussé automatiquement sur les branches dev et staging, quoi.
Il y a Amy qui se pose des questions sur le pair programming. Je ne sais pas si c'est sur l'écriture ou si c'est sur la définition. Ah, si c'est pire ou père? Ah ouais, Parce qu'à peut-être. mon avis, c'est pair PAI. Ah ouais, j'ai écrit R. poire. Alors, du C'est- coup, côté CDP, comment a été interprété le pair programming pour en faire un rétro-planning? Alors là, du coup, je Le n'ai pas poker planning, peut-être, non? Oui, le poker planning pour Ok. en faire un rétro-planning, du coup. Ah, Donc, je du pense coup, que ça, ouais, c'est pas nous qui vont répondre. ouais, il faudra demander du coup à Mathieu, je pense. Ou, Ouais, je sais pas si on a fait de faire- rétro-planning là-dessus. Ouais. Bah, l'avantage, c'est qu'on vendait des sprints. Donc, du coup, le poker te permet juste de savoir combien de choses tu vas mettre dans tes sprints. Mais si tu veux tout faire, il faut juste rajouter des sprints. Ouais, et puis d'exclure certains trucs parce qu'ils sont trop flous, quoi. Ok. Donc, ça répondra pas à ta question, Johnny. Mais tu pourras voir avec tes collègues. Il y a Maxence qui demande à Mathieu d'expliquer directement dans le chat. Je pense qu'il ça pour l'embêter, le connaissant. Avec la fourchette de Fibomaxi. Ah oui, c'est Jérémy. Salut Jérémy. Ok, vous avez d'autres slides? Non, c'est fini, là, je crois qu'il y Ouais, a on marqué fait merci. le tour. Eh Ah ben, non, des questions, des remarques. balancez vos questions. Lance ton com. Donc ouais, globalement, ça demande beaucoup d'adaptation, mais ça reste, enfin, on voit facilement, par contre, on voit très facilement en fait les avantages que ça peut avoir. Et bah, notamment sur le TDD, on voit très rapidement en fait, au fur et à mesure qu'on construit l'application. C'est tout con aussi, mais il y a ce côté un petit peu satisfaisant de voir au fur et à mesure de plus en plus de tests qui passent tous au vert. Il y a ce côté très, enfin, par exemple, quand tu lances ta commande de test et que tu vois tout qui est en vert, c'est un peu bête, mais du coup, tu te sens un peu mieux, quoi. Enfin, Ouais, c'est clair. c'est à ce côté un peu satisfaisant, quoi. Et du coup, quand t'en as un qui est rouge, t'as qu'une envie, du coup, c'est d'aller le régler. Donc au final, ça permet aussi d'avancer sur le projet. Et il y a juste, je rajouterai une petite astuce. Faut faire super attention aux fakers, aux données fausses qu'on génère. Parce que ça peut induire des faux négatifs. En fait, des fois, on a des négatifs, c'est juste lié au fait que notre faker, il a lancé par exemple 2 fois le rôle admin. Ouais. Et du coup, la base de données a dit non. Et c'est normal qu'elle dise non, mais c'est juste que nous, on n'a pas contrôlé le test. Donc, des fois, plutôt qu'utiliser faker, c'est mieux de mettre, de mettre des données en dur. Ouais. Dans nos tests, uniquement. Jusqu'à ce qu'on maîtrise Faker. Ben, en fait, je crois même que c'est bien Oui. de mettre des données en dur. C'est ce qu'il disait ouais. Ludo. Ouais. Ludo. Qu'il y a des fois, mettre blabla, bah, c'est bien, tu contrôles vraiment que tu veux retrouver blabla, quoi. Ok. Alors que faker, tu sais pas ce que tu vas retrouver, donc c'est plus difficile de contrôler ce que tu vas retrouver exactement. Ouais, je sais qu'on avait eu le cas où, pour les rôles, je crois qu'on a mis des noms de métiers. Et en fait, il avait sorti 2 fois en Ouais. prenant tous les métiers random. Il avait quand même réussi à tomber 2 fois sur le même nom de métier. Et je sais plus exactement quel c'était, mais en fait, on avait une règle unique et du coup, ça marchait pas en fait. Et ça, en fait, ce test-là, il cassait une fois sur 20 ou quelque chose comme ça. Il y a Amy Mais qui du valide coup, que quand Ludo ça casse, recommandait hein. les données en dur. D'accord. Ouais. Bah, big up à Ludo, hein. Du coup, je suppose qu'on va lui envoyer la vidéo. Ouais, ok. Et si un petite astuce que toi tu as beaucoup pratiqué, Claire, si j'ai bien compris, c'est en gros quand tu termines ta journée de mettre un test Ah ouais, en carrément. rouge. Du coup, comme ça, en terminant sa journée, on passe un test au rouge et comme ça, le lendemain, quand on arrive, on sait directement sur quoi on doit partir. Ça évite un peu de se perdre pendant les quelques premières minutes, où est-ce que j'en étais hier, des choses comme ça. Ouais, je vous invite tous à le faire, c'est vraiment... Enfin, ça paraît bête parce qu'on a tous envie de finir sur le code tout vert et puis on part et ça marche bien. Et en fait, partir en ayant juste écrit le code qui marche pas, bah, ça permet le lendemain, on arrive, on n'a plus à réfléchir au fait, je commence par quoi, t'arrives, tu vois déjà, ah bah c'est ce test-là que je dois résoudre. Et en fait, on se remet direct dans le bain et on commence à coder directement ce qu'on doit faire. On repart pas sur une nouvelle idée ou des choses comme ça, on repart vraiment sur, ah bah tiens, là, faut que je résolve ce test-là, je me le suis dit hier, quoi. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper pratique, quoi. Ah, moi, c'est quelque chose que j'avais pas, que j'avais pas mis en place parce que c'est pas bien de faire comme moi. Mais du coup, je vais essayer de mettre ça en place, notamment sur le prochain projet qu'on a avec Glenn et Maxence. Il y a Johnny qui dit que vous êtes beau. Toi aussi, Ah, t'es ça, beau. c'est parce que ça fait longtemps qu'il nous a pas vus. Et il te posait la question, vous avez senti plus de présence des CD, je suppose CDP, autour de vous? Avec le poker planning ou c'est juste différents dispatchés? Bah, du coup, l'avantage d'avoir le poker planning est d'avoir du coup un chef de projet qui est avec nous en train d'estimer les tâches.
Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, j'ai senti un peu plus entouré, dans le sens où, enfin, en fait, c'est juste le fait qu'on estime ensemble en fait les tâches et plus chacun dans son coin. Bah, clairement, pour l'estimation, du coup, Ouais. on se sent pas seul parce qu'on est tous ensemble. Donc ça, c'est évident. Et du coup, on est, par exemple, dans ce cas-là, on était deux, mais on était deux à valider le fait qu'une tâche vaut tant de temps. Enfin, vaut tant de points plutôt pour le coup. Alors que d'habitude, quand on faisait en tout cas avant l'estimation juste de temps dans son coin, on était tout seul à se dire, ok, ça, je pense que ça vaut 4 heures. Sauf qu'il y a aussi différents niveaux de dev. Il peut y avoir aussi plusieurs. Enfin, il peut y avoir des personnes qui peuvent se sentir complexées, par exemple, parce qu'ils sont, mettons, moins bons développeurs et du coup, qui vont se dire, bon, je vais pas estimer 4 heures parce que les autres, ils vont estimer 3. Enfin, ça, en fait, ça fait que tout le monde est d'accord sur le fait qu'une carte vaut tant de points, quoi. Donc, Après, on est un peu plus entouré. là où enfin, aujourd'hui, c'était les premières fois qu'on le faisait. Donc, comme je disais, la définition des user stories, elle est super importante. Et c'est peut-être là où ce sera cool sur les prochaines fois, c'est si les user stories, elles peuvent être euh, au moins sur la déclaration de en tant qu'admin, je peux faire ça. Si elles étaient faites par le chef de projet et pas par nous dev, ce serait peut-être encore plus d'échanges parce que du coup, on aurait la vision de ça, c'est ça que je veux. Nous, après, on va sur la carte, on se dit ah bah ouais, pour faire ça, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et là, on peut discuter lors du poker planning. Aujourd'hui, on les a définis un peu. Enfin, moi, je sais que j'en ai fait beaucoup des user stories. C'était moi qui les définissais et après qui l'estimais. Peut-être que le fait d'être chef et parti, Oui. c'était pas la bonne idée. Ce serait peut-être mieux si c'était pas nous les devs qui faisions les user stories. Et du coup, Après, dans la plupart de nos chiffrages maintenant, c'est en avant-vente qu'on fait les user stories. Donc, Mm. logiquement, vous allez les récupérer déjà faites et validées par le client. ouais, mais après, c'est possible qu'ils changent. Parce que là, Mais quand c'est on est en possible sprint, qu'elles ça changent change. et Enfin, qu'elles avec l'agile, soient quoi. pas assez détaillées. Ouais. Parce qu'un chiffrage, sortir 70 user stories, Ouais, c'est clairement. compliqué, quoi. Ok, du coup, il y a pas mal de questions. Forcément, Léo dit qu'on met en prod le vendredi soir, et comme ça, le lundi matin, on sait quoi On sait où faire. ça pète. Donc c'est déjà bien. Sinon, il y a Amy qui dit est-ce qu'on a écrit en dur quelque part dans une doc tout ce que vous venez de dire? Bah, déjà, celle-là, on va la partager. Déjà, on Déjà, va on va partager partager. les slides, mais par contre, je crois pas qu'on ait rédigé ça dans des docs. Faudrait qu'on encore. essaye de mettre au moins peut-être une liste de bonnes pratiques, Ouais. des choses comme ça. Ouais. Parce que je pense que une fois qu'on l'aura relu, on va avoir du mal à ouvrir ce fichier. Et après, Mathieu précise que côté CDP, c'est hyper agréable aussi parce que tu te sens pas seul dans les objectifs, t'embarques tout le monde. Ouais, clairement, on partage beaucoup plus toutes les infos, quoi. Et voilà, après ça discute, c'est bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Ah oui, c'est surtout les astuces et tips qu'il faut qu'on écrive quelque part et qu'on partage. Mm. Et voilà, Corentin n'a pas mis son pull pour montrer Et qu'il non. se change toutes les semaines. Exactement. Comme Au il l'a moins, fait la au moins semaine une fois dernière. semaine. Voilà. Au moins une fois semaine. Bon, ça vous a plu? Est-ce que vous avez des retours à faire sur le format? Enfin, est-ce que c'était mieux ou moins bien que la dernière fois, mis à part les problèmes qu'on a eu au début du live avec la caméra, mais en dehors de ça, est-ce que le format est un peu mieux? Est-ce qu'on répond mieux aux questions plus vite en tout cas? Est-ce que Claire arrive à se cacher derrière le micro? Claire était claire. Haha. Ok. Très bien. Du coup, on va valider ce superbe coucou technique. On peut se retrouver sur Discord. Désolé pour les extérieurs, on va retourner dans notre maison Yes We Dev. Merci à tous. Bonne Bisous. soirée. Coucou, au revoir.